Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. D'abord, les travaux du 44e sommet de la SADC ont pris fin ce samedi soir à Harare, au Zimbabwe. Les États membres ont renouvelé leur action commune en faveur de la République démocratique du Congo dans le domaine sécuritaire. Les chefs d'État de l'Afrique australe ont aussi décidé d'apporter leur appui à la RDC dans la lutte contre l'épidémie Mpox. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais João Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ces sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Placée sous les auspices du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, la conférence de haut niveau sur l'innovation et l'industrie a été ce cadre par excellence des échanges entre États. Le ministre de l'Industrie a représenté la RDC à ses assises. Cédric Kenina. C'est une conférence qui s'est tenue en marge du 44e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC au Zimbabwe, à laquelle a pris part les ministres de l'Industrie de la RDC, Louis Watum. Une plateforme d'échange qui a vu également la participation du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa autour du thème « Renforcer la capacité des recherches et les écosystèmes d'innovation pour une économie de la SADC durable et industrialisée ». Les ministres congolais ont saisi cette opportunité pour présenter certains aspects critiques en rapport avec le renforcement des infrastructures, la recherche, la collaboration régionale en matière de technologie et de l'industrie. Nous devons conjuguer les efforts pour faire sauter tous les verrous qui empêchent l'industrialisation de notre région. Les ressources naturelles sont là, la capacité intellectuelle est là. Il faut maintenant conjuguer ces efforts-là. Il faut développer l'ingénierie financière qui est très important pour mobiliser les fonds, pour industrialiser l'Afrique. Nous devons également lutter fortement contre la corruption, qui fait que beaucoup de nos jeunes talents, on leur empêche en fait de pouvoir avoir accès à de bonnes positions et partent ailleurs. Et cela aussi prive l'Afrique de son pouvoir de s'industrialiser. Je l'ai tiré de cette séance magistrale
par son Excellence, Monsieur le Président Emerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe, qui a donné un proverbe Shona, qui dit ceci: construis ton pays, développe-le et prie pour ton pays, car personne d'autre ne le fera à ta place. L'instant a été immortalisé par une photo des familles avec comme fond Diamond Conference Center, un haut lieu du savoir au Zimbabwe. Et une délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites de l'administration publique sont venus voir le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre depuis leur mise à la retraite par le gouvernement. L'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État reste un problème partiellement résolu en République démocratique du Congo. Cette question a été au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et une délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites de l'administration publique. Ces derniers sont venus lui faire part des difficultés qu'ils rencontrent depuis leur mise à la retraite par le gouvernement. Ces doyens de l'administration publique ont fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement qui ne bénéficie d'aucune pension de retraite. Les textes en vigueur en matière de la mise à la retraite et d'équivalence des grades sont clairs sur la prise en charge dont doivent bénéficier les fonctionnaires retraités. L'ancien secrétaire général au ministère des Sports, Barthélemy Okito, qui conduisait la délégation, a rappelé au président de l'Assemblée nationale qu'ils sont au nombre de 81 secrétaires généraux émérites vivants et 25 décédés issus de la vague de 2009, 2017, 2018 et 2022. Tous souffrent de problèmes de prise en charge, notamment pour les soins médicaux et allocations funéraires. Par ailleurs, tous n'ont pas encore bénéficié d'une décoration du gouvernement pour leur loyaux service rendu à la nation. Nous avons dit qu'il fallait nécessairement les voir et lui présenter un mémo. Nous avons aimé parce que lui-même pratiquement était au courant de beaucoup de choses et nous avons complété ces informations avec des textes à l'appui. Et il nous a très bien réussi et nous le remercions sincèrement. Le président Vital Kamerhe a salué la bravoure de ses fonctionnaires émérites pour les services rendus à l'État congolais pendant des décennies dans des conditions de travail presque semblables au bénévolat. Vital Kamerhe promet d'inscrire la question sur l'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État dans les débats à la plénière au cours de la prochaine session. Il a par ailleurs exprimé son souci de voir cette procédure de mise à la retraite et l'assainissement du personnel de l'administration publique de parachever afin d'arriver à une bonne mutualisation des efforts entre les structures sectorielles de l'État pour répondre aux attentes de la population. Et la République démocratique du Congo sera bientôt la plaque tournante dans le stockage des données. OADEC, Accès Data Center Texas Digital Kinshasa, sera ce vaste centre d'échange des données via les autoroutes informatiques à Kinshasa, la capitale, dans l'enceinte de Cotex Silicon Village à Gombe. Angèle Mabiala, reportage. Il s'agit d'un centre de classe moyenne lancé à Kinshasa. Open Access Data Center OADC Texaf Digital Kinshasa est ce méga centre de données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs des télécoms, fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en République démocratique du Congo. L'ouverture de ce data center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de data centers au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC. Vous regardez les vidéos en YouTube, ou vous browsez sur les websites, ou vous écoutez de la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs. Et ces serveurs sont hébergés dans des data centers. À l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo peut compter sur le Open Access Data Center Texaf Digital à Kinshasa, un centre neutre des classes mondiales qui offre 1000 mètres carrés d'espace blanc informatique flexible. Cette infrastructure constitue la première étape du déploiement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains, et il est un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon les normes requises. La demande croissante dans la sous-région de ce type d'infrastructure place la RDC en pole position dans la réduction de la fracture numérique avec l'arrivée de deux nouveaux câbles sous-marins, Equiano et Africa.
Et le processus électoral pour les scrutins de 2023 est une étape qui a connu des avancées comme des ratés. Le cadre de concertation pour l'observation des élections a réalisé une analyse dont les résultats et recommandations ont été présentés vendredi à Sepas à Gombe. Reportage signé Rodé Pané. De l'enrôlement des électeurs à l'organisation des scrutins en RDC, ce processus électoral de 2023 a connu des avancées comme des ratés. Suivant les différentes péripéties de ce processus, la société civile, à travers les cadres de concertation pour l'observation des élections, a réalisé une analyse dont les résultats et recommandations ont été présentés ce vendredi 16 août 2024 à Sepas à Gombe. La déclaration de la CENCO sur la transparence et la fiabilité des élections n'a pas été oubliée. L'échéance 2028, c'est déjà aujourd'hui. Le respect des règles démocratiques doit demeurer la lettre d'or si l'on veut aller de l'avant. Nous avons pris cette option-là. C'est tout simplement parce que de façon classique, on fait un certain nombre de rapports, on envoie à la CENI, on attend que les gens puissent pouvoir l'appliquer, alors qu'un processus électoral doit être approprié par la population elle-même. La deuxième chose, c'est que après avoir parcouru tous les ratés du processus électoral, nous avons constaté que, en fait, on avait au début des élections tout un combat sur le fichier électoral. On doit sortir un tout petit peu de la façon traditionnelle de juger le processus électoral en abordant la question de la crédibilité des acteurs, des animateurs de la CENI, de l'honnêteté des personnes qui sont chargées d'organiser les élections. Pour les cadres de concertation, les échecs des précédents scrutins devraient servir de leçon pour mieux faire dans l'avenir. Parlons santé dans ce journal, une campagne de sensibilisation sur le traitement de l'ulcère de Buruli à la clinique Garis. C'est une expertise d'un spécialiste congolais après sa formation en France. Des solutions idoines pour des patients atteints de plaies chroniques, généralement connues sous l'appellation des ulcères de Buruli, Umbasu en langue locale. Un spécialiste congolais, Dr Jean-Paul Lembelembe, est disposé à mettre son expertise au terme de ses études en France, au profit des Congolais au lieu de s'installer en France. Pour lui, cette pathologie n'a rien à voir avec la sorcellerie. Le MASU, c'est un problème de santé publique, puisque MASU, plaie chronique, dans la définition plaie chronique, c'est-à-dire une plaie qui n'a pas cicatrisé au bout de 4 à 6 semaines, eh bien ça peut avoir d'énormes conséquences sur le plan physique de la personne, sur le plan psychologique, puisque le MASU peut aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'amputation dans certaines situations. MASU est Le MASU existe partout dans le monde. Il n'y a pas un MASU, mais des MASU. Parce que chaque plaie chronique a une cause. Et le problème, il est là. C'est d'identifier la cause. Le MASU se traite, le MASU se guérit. Dans certaines situations, malheureusement, ça peut ne pas guérir parce que les gens arrivent trop tard. Je pense par exemple aux diabétiques. Il faudrait que l'État congolais pense à encourager une telle expérience qui, nous pouvons espérer, sera suivie par d'autres Congolais. C'était au cours de la campagne de sensibilisation qui se déroule à la clinique Caris dans la commune d'Engaliem. Pendant ce temps, la coordination provinciale de Kinshasa est déterminée à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030, suivant la vision du chef de l'État. Pour ce faire, les activités de lutte contre la tuberculose à Kinshasa viennent d'être lancées avec l'accompagnement des autorités provinciales. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est le thème recommandé par l'OMS à l'international à travers le monde. La RDC l'a adapté à sa réalité. À la conférence organisée par la coordination provinciale de Kinshasa sur la tuberculose à l'Institut national pilote des sciences de santé INPES dans le cadre du lancement des activités provinciales contre la tuberculose, Patricien Gongo, ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, y a marqué sa présence au regard de l'intérêt qu'affichent les problèmes de santé de la population quinoise. Premier à intervenir, le docteur Papi Pouloulou, médecin coordonnateur provincial qui, dans son mot d'accueil, a présenté à l'assistance des tableaux de cette maladie dans la ville-province Kinshasa. Les avancées et les défis à relever. Ce, avant de remercier le ministre provincial Gongo pour son dynamisme et son esprit d'écoute. Au nom du gouverneur empêché, le numéro 1 de la santé dans la ville de Kinshasa a pris la parole pour demander à l'ensemble de sa population d'adhérer à la lutte contre la tuberculose qui jusqu'ici demeure un fléau
à travers le monde. Les exposés détails ont enrichi les échanges, notamment la problématique sur la qualité des soins, les résultats partiels du village Tibi organisé dans les districts de la Tchangou et Lukunga. Cette journée de lancement donne l'espoir qu'il est possible de se remettre sur les rails pour inverser la tendance contre l'épidémie de la tuberculose. Plusieurs établissements de soins de santé habilités et conventionnés par le Fonds de promotion de la santé ont reçu le premier lot de matériel et prérequis du programme de la prise en charge gratuite de la femme enceinte, de l'accouchement et du nouveau-né en République démocratique du Congo. Objectif, améliorer l'offre des services. Et c'est le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Marius Mika Niembo, et son adjoint, professeur Claudine Chimanga, qui ont procédé à la remise de ces premiers lots de matériel et prérequis aux établissements bénéficiaires des soins de santé du programme La prise en charge gratuite de la femme enceinte, de l'accouchement et des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Une preuve de l'engagement des partenaires à accompagner le gouvernement de la RDC dans l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. Aujourd'hui, c'était une énième dotation, la dotation des effets médicaux, notamment les draps, les paravents, les blouses, les sabots et autant d'effets qui devaient parvenir aux structures sous programme afin d'améliorer la prise en charge des malades. Concrètement, chaque établissement de soins de santé bénéficiaire de ces renforcements des capacités opérationnelles a donc la responsabilité de contribuer à l'amélioration à la qualité de soins, répondant ainsi aux normes requises en la matière. Très content et très satisfait par cette dotation pour garantir un cadre très idéal pour les patients, les gestions qui viendront pour les accouchements, leur offrir un espace idéal. Cette opération s'étendra également dans les autres provinces du pays, étant donné que la ville-province Kinshasa en constitue la phase pilote. Ainsi donc, le Fonds de promotion de la santé entend poursuivre sa mission, celle de l'amélioration de la qualité de l'offre des services et des soins de santé. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre effective, la couverture santé universelle, un des programmes clés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, les sinistrés installés à côté du terrain de la RVA par le gouvernement congolais depuis des années ne sont plus bénéficiaires de ces lotissements à la suite du cri de détresse à l'endroit des autorités. Les membres du gouvernement, les ministres de l'urbanisme et des affaires foncières sont descendus sur le lieu pour le constat. Les dossiers récurrents de la spoliation des différents sites relevant du domaine public de l'État à travers l'étendue de la RDC préoccupent au plus haut point le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment le gouvernement de la République dirigé par Mme Judith Suminwa Tuluka, particulièrement les ministres d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, déterminé à apporter la lumière afin de mettre de l'ordre dans ce secteur et éviter la confusion. S'agissant du site Mikonga 2, désaffecté du domaine public de l'État et affecté à l'usage mixte au profit des sinistrés, des Tchanga-Tchanga, victimes des pluies diluviennes du 20 et 30 novembre 1999, détenteurs des contrats réguliers selon les arrêtés ministériels des travaux publics, aménagement du territoire et urbanisme et habitat et des affaires foncières. Les concernés qui ont salué la descente des membres du gouvernement central sur le terrain, notamment les ministres de l'urbanisme et habitat et son collègue des affaires foncières, ainsi que les responsables de la RVA, la régie des voies aériennes, afin de tirer les choses au clair, ont remercié les autorités pour l'importance accordée à ces dossiers dans l'intérêt de tous. Je remercie vraiment le président de la République parce qu'il a entendu nos pleurs la fois dernière. Nous avons pleuré en tant que ses enfants et il a réagi, il a envoyé les deux ministres et le DG de la RVA qui est vraiment un vrai Congolais patriote. Il a reconnu l'espace réservé aux sinistrés et voilà maintenant que nous sommes dans nos droits.
Poursuivons ce journal avec la lutte contre les embouteillages et accidents de circulation routière à Kinshasa. La Commission nationale de la prévention routière appelle la population congolaise en général et les Kinois en particulier à promouvoir les notions de la prévention et sécurité routière. La majorité des routes de la ville de Kinshasa sont recouvertes de la signalisation pour offrir aux usagers une circulation routière suivant les normes requises. Au cours de sa tournée effectuée ce jeudi sur le boulevard du 30 juin et l'avenue de Libération ex-24 novembre, la Commission nationale de prévention routière Saint-Père a exprimé son indignation pour le non-respect du code de la route ainsi que de la signalisation routière de la part des usagers et de l'ensemble de la population quinoise. Selon l'expert en sécurité routière et formateur à la Saint-Père, Pierre Lula, la voie publique est régie par le code de la route et toute sa réglementation, la signalisation sous différents modes et l'agent qualifié de la régulation routière dont la police de circulation routière. Nous implantons des panneaux, nous traçons des marques routières, mais qui ne sont pas respectées. 80% de nos chauffeurs n'ont pas passé sur les auto-écoles. Pour le président de la Saint-Père, Robert Matalatala, dire qu'il n'y a pas de signalisation sur les routes de Kinshasa révèle de la mauvaise foi et de l'ignorance. Il y a des panneaux de signalisation que la Saint-Père est en train d'implanter. La grande question maintenant, il s'agit de l'interprétation de ces panneaux de signalisation. Beaucoup de conducteurs ne savent pas interpréter les panneaux de signalisation. Avec les moyens que nous avons, nous essayons de faire la signalisation que vous trouvez sur nos routes. Le président de la Saint-Père exhorte la population de Kinshasa à s'approprier des notions sur la sécurité routière et à respecter les différents modes de signalisation sur les artères de la capitale. C'est un stationnement interdit. Prévenir, c'est guérir, dit-on. La sécurité routière est l'affaire de tous. L'Union de la presse du Congo a annoncé la tenue de son congrès ordinaire à Kinshasa, prévu du 17 au 19 août prochain. Les participants discuteront sur la mise à jour des statuts de l'organisation et procéderont à l'élection des nouveaux membres du bureau, l'annonce faite par le secrétaire général de cette structure. Vu l'article 3, alinéa 10 et 20 de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou par tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut de journaliste en République démocratique du Congo. Vu l'article 24 des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élus lors du congrès ordinaire tenu à Mwanda au Congo central du 5 au 7 octobre 2020 arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo et consécutivement aux recommandations des États généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au Centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa. Ordre du jour, rapport des activités de l'Union, amendement et adoption des textes statutaires et réglementaires de l'Union, élection des animateurs de tous les organes de l'Union, installation du comité directeur et enfin divers. Lieu, Kinshasa, date du 17 au 19 septembre 2024. Les acquis du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, une recommandation unanime pour les 3 provinces Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, sortie de la dernière réunion du comité de pilotage du programme Ensemble, a été rendue publique. 4 ans après la mise en œuvre du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, ESPER en sigle, c'est ce 15 août 2024 à Goma que les rideaux viennent de tomber.
espère un programme qui s'est investi dans la bonne gouvernance inclusive, de la sécurité et d'accès à la justice pour la cohésion sociale dans 11 entités territoriales réparties au Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. C'est au cours de la dernière réunion du comité de pilotage que le gouverneur militaire du Nord Kivu, entouré de ses collègues délégués, vice-gouverneurs du Sud Kivu et de l'Ituri, ont exprimé à l'unanimité les souhaits urgents de reconduire ces programmes. Le général-major Peter Chirimwami explique. Si tout dépendait de nous, on pourrait souhaiter que ce programme se poursuive, non seulement parce qu'il n'a pas terminé son programme, mais aussi nous nous confrontons à une période où la MONUSCO prépare son retrait. Et donc on devrait maintenir un pilier qui va faire une sorte de transition de l'autre pour qu'on puisse faire un transfert civilisé. La directrice du programme ESPER s'est dit satisfaite des résultats atteints au niveau local et national. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, est rassurant quant à la consolidation des acquis du programme ESPER. Signalons que ce programme ESPER était appuyé par les royaumes du Pays-Bas et exécuté par les consortiums VNGI et Corps d'aide depuis 2020. 26 ménages du village Kara dans la province du Kwilu sont sans abri à cause de l'incendie provoqué par le feu de brousse. Le gouverneur intérimaire de Kwilu s'est rendu sur place pour apporter assistance aux sinistrés. Malgré les conditions de voyage extrêmement difficiles, le numéro 1 de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, poursuit son périple dans les Kwilu profonds, dans les soucis de chercher le bien-être de ses concitoyens. À ce mardi 13 août 2024, l'autorité provinciale a foulé les sols du village Nkara, situé au secteur de Niadinkara, dans le territoire de Boulungu, pour porter rescousse aux sinistrés du drame survenu récemment, où 26 maisons ont été consumées par les feux. Sur place, il a reçu les ovations de la population venue en liesse pour l'accueillir. En présence des élus de ces territoires, des membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que des notables, le gouverneur des provinces a remis plus de 524 tôles aux victimes qui passent nuit à la Belle Étoile, ainsi que des vivres et non-vivres. Face à la presse, Félicien Kiwai précise ce qui suit. Nous sommes venus visiter la population d'Nkara, qui était victime d'un incendie de 26 ménages. Voilà pourquoi le gouvernement provincial a porté ça hier pour répondre au cri à l'âme de la population d'Nkara. Toute la population de prendre des dispositions pour cette période sèche. On fait des brousses, il faut tirer l'attention avant de prier. Notez que ce geste a constitué un ouf de soulagement pour les sinistrés qui remercient infiniment le gouverneur des provinces pour sa générosité. UDPS Tshisekedi dans la province du Maniema s'est réuni à Kinshasa sous la coordination du pasteur Jean-Pierre Makangila, président du Conseil des sages, a renouvelé la confiance de tous les membres du caucus à l'honorable Augustin Kabouya et salué fermement les consultations des caucus de 26 provinces de la RDC pour la mise en place de la véritable convention démocratique de ce parti. Nous saluons toutes les décisions prises par le président Ad intérim et secrétaire général du parti, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, en perspective de la tenue imminente de la véritable session extraordinaire inaugurale de la Convention démocratique du parti, la création de la commission préparatoire d'identification des membres des composantes constituant la Convention démocratique du parti longtemps attendue et la nomination des animateurs chargés de la dite commission. Nous renouvelons notre confiance à l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, étant donné que le dernier congrès d'Ngandayala lui a confié l'autorité, le pouvoir et toutes les prérogatives d'assumer l'intérim de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République et chef de l'État empêché. Et nous l'encourageons de demeurer et de persévérer en place en vue de prendre toutes les mesures, décisions et d'autres dispositions pratiques utiles pour la bonne marche du parti. Nous élevons l'honorable sénateur Apan Idrissa Mangala compte tenu de ses distinctions politiques, et notamment bravoure, constance, volonté, persévérance, sagesse, engagement politique, au grand Dieu représentant du Maniema qui pourra représenter la province du Maniema partout au parti et à des tiers. Nous, membres du caucus IDP Tshisekedi Maniema de Kinshasa, nous avons désigné Maître Charlotte Mangaza Mutoro, président de l'exécutif du caucus, la seule personne à engager le caucus IDP Tshisekedi Maniema de Kinshasa.
Et pour terminer, les nouveaux prêtres consacrés sont déjà en action pour la moisson. Le père Kalala a commencé ses messes de prémices depuis la paroisse Saint-François-Xavier, suivie de la paroisse Sainte-Famille à Massina. La moisson est grande, il faut des ouvriers que le maître de la moisson envoie pour amasser. Cette parole de l'évangile s'est accomplie dans la vie sacerdotale du révérend père Pater Kalala, qui est déjà en action évangélique à travers les messes des prémices démarrées à partir de la paroisse Saint-François-Xavier de Massina, où il avait passé son stage de diaconie juste après son ordination presbytérale reçue des mains de l'archevêque Christian du Canada. Le dimanche 11 août dernier, c'était l'étape de la paroisse Sainte-Famille de Nazareth, célébration qui coïncide avec le jour de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. L'homélie du nouveau prêtre offerte à l'Assemblée de Dieu était centrée sur les témoignages de la Mère de la Rédemption et son propre témoignage. Il faut aimer Dieu et obéir à ses commandements, a martelé l'officiant. Le curé de la paroisse Delphin Okambala et les aînés prêtres ont prodigué quelques conseils nécessaires aux jeunes prêtres sur base de leur expérience de vie religieuse pour qu'ils restent inébranlables dans la voie du Seigneur. Et M. l'abbé Osé Koussisakana a, au nom de tous les aînés prêtres ressortissants de la paroisse d'origine, a renchéri pour plus de fortification. C'était aussi l'occasion de clôturer la fête de tous les CVB. Quand je célèbre ma messe des prémices chez nous à la paroisse à Sainte-Famille, j'ai demandé au Seigneur de faire de cette paroisse une pépinière de vocation. Et là, avec l'arrivée de Pater, je vois cette prière produire des fruits. L'humilité envers le Seigneur qui nous appelle parce que c'est lui qui nous fait cette grâce, et l'humilité envers le peuple de Dieu parce que nous sommes envoyés auprès de ce peuple pour lui transmettre c'est Jésus que nous avons reçu par le sacrement de l'ordre. Désormais, la voie est ouverte pour ces nouveaux consacrés de s'occuper entièrement des affaires du Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous suivrez demain à 7h Eric Kabamba pour la première livraison d'informations. Bon week-end à toutes et à tous.